L'Europe, on en parle avec Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Harlem Désir. Vous vous intéressez, vous, évidemment, à cette élection, vous, secrétaire d'État aux Affaires européennes, à cette élection de dimanche. Mais comment se fait-il que vous n'arriviez pas à intéresser les Français à cette élection? Mais d'abord, il faut expliquer peut-être davantage que pour la première fois, au travers de cette élection européenne, les citoyens vont choisir le futur président de la Commission européenne. Ça, c'est quand même que ça va changer pour eux? Mais en permanence. Pour remplacer Barroso par un autre, soit on pense que les 10 dernières années, la politique qui a été menée en Europe était la bonne, la politique qui a quand même mené à l'austérité, à la dérégulation sociale, à la concurrence sauvage entre travailleurs qui avaient des niveaux de revenus différents, etc. Soit on pense qu'il faut une réorientation, qu'il faut d'autres priorités, la croissance, l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, qu'il faut des règles sociales en Europe. À ce moment-là, c'est l'occasion d'un changement. Et vous savez que moi, je soutiens Martin Schulz, qui est l'actuel président du Parlement européen, qui est un socialiste. Bon, imaginons, on va changer. De toute façon, il va changer. On va changer le président de la Commission. Oui, mais enfin, il y a quand même toujours le président du Conseil européen. Il y a toujours le Parlement de Strasbourg. Enfin, c'est tellement compliqué qu'il y a tellement de strates de décision que plus personne ne comprend rien. Est-ce que vous êtes favorable à un président pour l'Europe? Mais le président pour l'Europe, en réalité, c'est le président de la Commission européenne. Bien entendu, vous avez raison, il doit travailler avec les chefs d'État et de gouvernement qui ont eux-mêmes un président qui coordonne les travaux du Conseil européen. Il doit travailler avec le président du Parlement européen. Mais celui qui a le pouvoir de dire « je propose une directive ». Par exemple, nous nous sommes battus pour qu'il y ait cette directive sur les travailleurs détachés. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir une espèce de concurrence sauvage. Mais M. Barroso a freiné pendant des mois et même des années. Il a fallu que François Hollande mette tout son poids pour qu'on réussisse à rassembler une majorité de pays et que, effectivement, il y ait cette proposition de révision de directive. Maintenant, elle va venir devant le Parlement européen pour s'assurer que quand un travailleur vient d'un autre pays pour travailler en France, il est bien payé au salaire français. Martin Schulz, c'est aussi quelqu'un qui s'est battu dans son pays pour le salaire minimum. En Allemagne, c'est très important parce qu'on avait des abattoirs qui concurrençaient ceux de Bretagne et qui étaient installés dans un certain nombre de régions d'Allemagne qui faisaient travailler des gens à 3 ou 4 euros de l'heure. Eh bien lui, voilà son orientation, l'harmonisation sociale vers le haut, la lutte contre les paradis fiscaux, alors que l'autre candidat, parce que vous avez raison de dire, de toute façon ce ne sera pas Barroso, mais à droite c'est Monsieur Juncker, c'est l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Bon, il a fallu quand même beaucoup se battre pour que le secret fiscal soit levé dans ce pays. Je ne suis pas certain que, en brandissant le vote Schulz ou le vote Juncker, vous mobilisiez les foules pour dimanche. Oui, mais c'est une information civique. C'est quand même de dire que c'est un premier enjeu au travers des personnes. C'est un choix d'orientation pour l'Europe. Que pense le citoyen aujourd'hui? Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Il est là, il regarde le paysage politique français, puisqu'on est quand même en France, même si on vote pour l'Europe. Il est français, il voit quoi? Il voit le PS et l'UMP avec des propositions assez semblables. Il voit quoi? Des partis qui disent non à l'Europe. Le Front National qui est catégorique et le Front de Gauche qui est presque catégorique. Il voit l'UMP qui dit « Ah ben non, vous n'allez pas voter pour l'Europe, dimanche vous allez voter oui ou non à François Hollande ». Il voit le PS qui est partagé. Le PS qui est partagé entre ceux qui parlent, qui disent « Ah oui, le déficit, les 3%, on se moque de ce que pense Bruxelles » et d'autres qui disent « Ah si, les 3% c'est important ». Comment voulez-vous que le citoyen français s'y retrouve? Bon, d'abord, il y a un premier choix, c'est est-ce qu'on veut faire avancer l'Europe ou est-ce qu'on veut bloquer et détruire l'Europe? Il y a des forces populistes, nationalistes, qui sont en train de s'allier un petit peu partout en Europe. Il y a le Front National en France, il y a Aube Dorée, qui sont des néo-nazis. Et le Front de Gauche aussi, vous les mettez dans le même sac? Non, je vous parle des nationalistes d'extrême droite, parce que ça existe. Aube Dorée sont des néo-nazis en Grèce. Il y a un certain nombre de gens qui sont héritiers de ce même courant en Autriche, qui s'appelle le FPO. Il y en a aussi au Danemark. Bon, voilà. Eux, ils veulent rentrer en force au Parlement européen. Pourquoi? Pour essayer de défaire l'Europe, pour le repli sur les nations. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de commémorer le 70e anniversaire du débarquement de Normandie, on va commémorer le centenaire du déclenchement de la Grande Guerre? Est-ce que vraiment on veut revenir en arrière? Le premier bien que l'on a grâce à l'Europe, le bien le plus précieux, c'est la paix. C'est quand même, on voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe dans les Balkans, il y a encore 15 ans il y avait la guerre, donc il y a des gens qui veulent remettre ça en cause, cet acquis fondamental qui est la construction d'un espace de paix, de coopération. Deuxièmement, parmi les forces européennes, il y a bien deux orientations. Il y a des gens pour qui l'Europe c'est d'abord un grand marché, libéralisé, c'est
c'est la concurrence libre et non forcée. Et puis il y a des gens qui veulent un espace qui soit à la fois économique, parce que c'est une force pour nos entreprises, mais aussi de cohésion, de solidarité sociale. Quand le président de la République est arrivé au Conseil européen après son élection, en juin 2012, il a dit il faut aussi qu'il y ait une priorité à la croissance et un pacte de 120 milliards d'euros avec des investissements. Et moi, par exemple, hier, je suis allé en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, sur un lieu où va être construit un campus universitaire grâce à l'aide de la Banque européenne d'investissement. Ça, c'est une conséquence du pacte de François Hollande. Je suis allé dans une mission locale où il y a des jeunes qui bénéficient de ce qu'on appelle la garantie jeunesse. C'est un programme que François Hollande a proposé, que Martin Schulz a soutenu. Oui, mais si je vous écoute, François Hollande a tout fait. Non, mais il a fait beaucoup depuis 2 ans, parce que quand il est arrivé, pas à 18% s'il avait tout fait. Quand il est arrivé, dans les sondages, l'euro était encore au bord de l'explosion. C'est vrai que ça se sait pas beaucoup ce qui se passe parfois au niveau européen, parce que ça se passe à Bruxelles. L'euro, il y avait la Grèce qui était sur le point de sortir. Eh bien aujourd'hui, heureusement, on parle plus de ça. Oui, la Grèce était sur le point de quitter l'euro. L'Espagne, on savait pas si elle allait y rester. On a fait adopter, c'est François Hollande qui a fait ça, l'union bancaire. On a fait adopter un certain nombre de mesures de supervision des banques, un fonds de résolution. Aujourd'hui, on peut s'occuper de la croissance. Et c'est bien la priorité. Cette croissance, elle est là, elle a commencé, elle est trop fragile. Il faut donc la conforter partout en Europe. Ça dépend où en Europe. 0,8 en Allemagne, nous 0. Oui, ça c'est sûr qu'elle est fragile chez nous. Donc c'est trop fragile. Donc il faut pas revenir en arrière, il faut pas revenir dans les politiques d'austérité. Alors, Harlem Désir, mais pourquoi est-ce que ça n'intéresse pas les Français? Bon, maintenant vous avez développé vos arguments. D'abord, l'organisation. Franchement, les professions de foi, vous avez reçu votre profession de foi, vous, chez vous? J'en ai reçu sur les marchés, parce que sur les marchés, les militants socialistes en distribuent. Oui, mais sur les marchés. Et donc moi-même, j'en ai. Mais les Français ne reçoivent rien chez eux. Beaucoup n'ont pas reçu, beaucoup ont reçu. Ils vont les recevoir. Ils vont les recevoir. On est déjà mardi. Oui, mais ça c'est un peu le cas dans toutes les élections. Il y a le travail des médias. Tout le monde doit faire un effort. Je sais que vous-même, vous avez fait des émissions. Oui, on fait des efforts. Et peut-être qu'il aurait fallu que aussi il y ait une attention plus rapide qui soit. C'est vrai qu'il y a eu les élections municipales. Donc jusque-là, il y avait d'autres actualités électorales. Mais c'est vrai que il y a un paradoxe, vous avez raison. Jamais le Parlement européen n'a eu autant de pouvoir. Le Parlement européen, il vote sur tout ce qui nous concerne, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, pourquoi pas le vote obligatoire des agriculteurs. Pourquoi pas le vote obligatoire pour ça existe dans certains pays, comme en Belgique, on va pas le rendre obligatoire juste pour les élections européennes. L'Europe, ça doit pas être une punition. L'Europe, ça doit être une motivation. Mais rendre le vote obligatoire, c'est une punition? Non, mais je pense que comme en France, ça n'existe pas pour l'instant. Vous êtes favorable ou pas? Moi, personnellement, je suis pas favorable. Je suis favorable à ce qu'on convainque les citoyens d'aller voter en leur expliquant l'importance de ce vote. Et en particulier, leur dire que l'abstention dans cette élection ne profitera qu'aux extrémistes, aux nationalistes et aux anti-européens. Et que donc ceux qui aiment l'Europe, même s'ils la critiquent dans son fonctionnement, j'ai vu qu'un sondage disait que 84% des Français, je crois que c'est un sondage Harris Interactive, publié par Le Parisien, considèrent que l'Europe est une bonne idée, mais 73% environ considèrent qu'elle est mal appliquée. Donc voilà exactement le problème. Il faut sauver l'idée, parce qu'elle est indispensable, l'idée de la coopération entre les nations, l'idée que pour faire face aux grands défis de demain, par exemple, il faut bâtir une Europe de l'énergie, pour faire face aux défis du changement climatique, comme à ceux de la sécurité d'approvisionnement face à la crise. Donc, une Europe de l'énergie avec Siemens, quoi. Une Europe de l'énergie, en coopération entre grands industriels européens, mais aussi pour être pionnier dans les énergies renouvelables, pour faire la transition énergétique et pour économiser de l'énergie, pour isoler les bâtiments. Si on fait un plan commun dans toute l'Europe, on peut créer 1 million d'emplois dans l'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments. C'est des emplois non délocalisables. Il faut être pionnier dans le numérique. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, ce sont des acteurs américains, Google et d'autres, qui décident. Ils ne payent même pas d'impôts dans les pays où ils font des profits. Ils décident quels sont. Mais Amazon, par exemple, c'est vrai, ne paie pas d'impôts en France. Donc il faut une harmonisation fiscale. Ses installations en France. Monsieur Montebourg le premier, Harlem Désir. Et donc il faut qu'il y ait des règles fiscales communes en Europe. On lui donne de l'argent public et il ne paie pas d'impôts chez nous. Je crois qu'Amazon paye quand même des impôts chez nous. Très peu. Mais vous avez raison de dire que ces multinationales font des montages financiers où elles rapatrient leurs bénéfices, par exemple en Irlande, parce que le taux d'impôt sur les sociétés est d'environ 16%, alors qu'en France, en Allemagne, il est aux alentours de 30%. Donc, ça veut dire qu'il faut une harmonisation fiscale. Ça fait partie des propositions très concrètes de Martin Schulz. Donc avoir demain un président progressiste de la Commission, avoir une majorité qui soit d'orientation progressiste, ça aidera la France pour mener ses politiques de soutien à l'emploi,
à la croissance et d'harmonisation fiscale et sociale. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à votre propos donne envie d'aller voter aux européennes? Vous avez été débarqué de la tête du Parti socialiste pour être nommé secrétaire d'État aux affaires européennes. Non, j'ai été appelé par le président de la République et le Premier ministre à rentrer au gouvernement pour m'occuper des affaires européennes, qui sont pour moi une très ancienne passion. Non, ce n'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. Ah bon? Bah oui. La défaite au municipal, c'est également la faute de l'ancienne direction du parti. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Christophe Cambadélis, votre successeur. Mais ça, c'est une sanction. Chacun a bien le droit de dire ce qu'il veut. Et par ailleurs, à partir du moment où il y a une défaite électorale, nous l'avons dit, c'est un échec. Et donc il fallait votre échec aussi. Mais, tout le monde était dans cette direction. Bon, donc, s'il y a eu échec, il était collectif. Et s'il y avait des leçons à en tirer, elles étaient collectives. Et le président de la République lui-même a considéré qu'il fallait en tirer des leçons, puisqu'il a, à ce moment-là, nommé un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, décidé d'accélérer l'adoption d'un certain nombre de mesures. On en a vu encore la semaine dernière sur les impôts, par exemple, des ménages modestes. Ce n'est pas votre travail qui est en cause, c'est l'image que ça donne. Vous venez d'essuyer un échec. Oui, à la tête du PS. Et nous avons décidé d'en tenir compte. Et vous avez décidé d'en tenir compte et vous êtes nommé secrétaire d'État aux affaires européennes. C'est une récompense ou quoi? C'est quoi? C'est de la récompense de l'échec? Je crois qu'on a dû considérer que mon expérience européenne, les contacts que j'avais, le fait que beaucoup de mes interlocuteurs d'aujourd'hui, d'ailleurs, des ministres des Affaires européennes, des ministres des Affaires étrangères, sont des gens avec qui j'ai travaillé au Parlement européen, dans les formations politiques européennes, ça pouvait être un atout pour défendre nos positions en Europe. Je vois le classement, vous étiez 752e sur 754 députés. Vous prenez une année, celle où j'étais premier secrétaire du Parti socialiste. Je peux vous assurer. Pas tout faire. Voilà, quand on est dirigeant d'une formation politique nationale, pendant 2 ans, je me suis beaucoup consacré, comme vous le savez, vous m'invitiez souvent, à la politique nationale. Vous touchiez vos indemnités européennes, mais vous travailliez pour le Parti socialiste français. Et j'étais aussi un parlementaire européen qui votait des lois européennes. Et pendant des années, au Parlement européen, j'ai défendu des directives sur 12 rapports, 660e, je vois, vous avez posé 14 questions, vous êtes 601e. Encore une fois, vous prenez... Non, je prends des chiffres, moi. Vous prenez des chiffres qui correspondent à des années où j'avais une responsabilité nationale. Donc vous pouvez aussi prendre le président ou le secrétaire général d'un parti qui est par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Il est évident que c'est pas lui qui fait les travaux en commission, mais il s'exprime pour son parti dans le débat politique. Et moi, j'ai été un parlementaire qui a fait avancer beaucoup de règles européennes pour les droits sociaux, la directive sur les travailleurs intérimaires, la directive sur les comités d'entreprise européens. Je me suis battu pour la taxe sur les transactions financières. Maintenant, vous avez vu qu'enfin, ça va devenir une réalité. Là aussi, c'est parce que la France, François Hollande, ont poussé pour cela. Dites-moi, Harlem Désir, est-ce qu'il y a un bashing Désir, un Harlem bashing malsain? Je ne crois pas, il ne faut pas attacher plus d'importance que ça. Vous l'avez senti ou pas? Je me préoccupe pas de ça. Mais moi, je suis dans l'action. Ne me dites pas que ça ne me touche pas. Je ne peux pas croire ça, Harlem Désir. Ça vous a touché. Mais quand on est un responsable politique, il est normal qu'on soit critiqué. Je fais la part des choses entre le jeu politicien, qui à mon avis passionne pas les Français. Mais pourquoi? Je vais vous dire franchement, ce qui intéresse les Français, vous l'avez vous-même souligné, c'est de comprendre ce que peut faire l'Europe, ce à quoi elle peut servir. C'est pas tellement les polémiques de personnes. Enfin, les polémiques et qui viennent souvent de votre propre camp, Harlem Désir, vous le savez bien. Non, les critiques, elles venaient quand même pour l'essentiel de la droite. Ah non, pas du tout. Non. Si le Front National gagne, c'est que les uns et les autres n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. C'est pas moi qui le dis, c'est votre successeur à la tête du PS. Mais il a raison. Décidément qu'il vous en veut. Mais ça ne vous en veut d'ailleurs. Il vous en veut. Je ne le crois pas. C'est pas mon sentiment en tout cas. Bon. Je vais vous lire ce que m'a écrit Evelyne ce matin, ce que nous a écrit, à vous, à moi. J'irai voter à Lorient. Je n'ai pas d'informations sur les candidats qui se présentent. Le mail a été envoyé ce matin. Alors je peux lui dire que pour le Parti socialiste, c'est Isabelle Thomas, qui est une députée européenne sortante et qui s'est beaucoup battue pour la Bretagne et pour la pêche. J'ai des difficultés pour choisir, parce que l'absentéisme des élus ne fait pas très sérieux vis-à-vis des autres pays européens. Les députés européens français sont parmi les plus mal classés. Ce n'est pas vrai. Je peux vous assurer que les députés européens français, par exemple dans sa région, Isabelle Thomas, qui s'est beaucoup battue pour défendre la pêche, parce qu'il y avait des mesures qui menaçaient les pêcheurs français. Je peux vous dire que par exemple, Pervenche Berès, qui était de liste pour autoriser la pêche en eau profonde, surtout. Elle s'est battue pour qu'il y ait des périodes de transition, même s'il y a des zones limitées, mais qui permettent aux pêcheurs français de continuer à travailler. Pervenche Berès, qui était, je prends les têtes de liste, qui est tête de liste en Île-de-France, elle est présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales au Parlement européen. Donc c'est elle, par exemple, qui porte la bataille pour la directive sur le détachement des travailleurs, dont on parlait tout à l'heure, contre le dumping social. Et je pourrais multiplier les exemples. Il y en a aussi de l'autre côté.
Alain Lamassoure, qui est un tête de liste de l'UMP, qui est un parlementaire européen, qui est aussi président ne veut pas voter pour lui. Voilà. Donc c'est la droite qui aujourd'hui est pas claire sur l'Europe, c'est l'UMP. Je le regrette parce qu'il y a de vrais Européens. Alain Juppé, c'est un vrai Européen. Mais quand je vois qu'un certain nombre d'autres responsables de l'UMP remettent en cause la construction européenne, veulent revenir en arrière, revenir à une Europe à 6, ou certains comme Henri Guénaud mettent en cause même finalement le cœur même de l'intégration européenne. Là, je dis qu'il y a un parti qui n'est plus tout à fait dans la ligne européenne. L'absentéisme des élus, bon, passons. Le salaire est intéressant, bon, c'est peut-être la seule motivation de certains, passons. Mais Evelyne ajoute, ce qui me tracasse, c'est que personne ne parle du traité transatlantique. Moi, je suis contre. Vous êtes pour ou contre ? Je remercie Evelyne de nous donner l'occasion d'en parler. Donc ce traité, il est en cours de négociation. Donc ça va dépendre de ce que sera l'issue de cette négociation. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de négocier en fait ce partenariat commercial avec les États-Unis ? Pour permettre à nos entreprises de mieux exporter sur le marché américain. On peut prendre des exemples. Par exemple, nos produits laitiers aujourd'hui rencontrent des barrières tarifaires ou des barrières non tarifaires. On dit ils correspondent pas. Non, mais d'accord. Bon, voilà. Bon, les marchés publics, on a des entreprises. Aujourd'hui, les marchés publics sont très ouverts en Europe. Ils sont très fermés aux États-Unis. Donc on négocie allez aussi permettre aux Américains de venir plus facilement en Europe, donc chez nous. Non, parce que c'est déjà ouvert. Donc c'est pour ça. Je vous dis les marchés publics. Donc, cette négociation, elle va que dans un sens. Non, bien entendu, les Américains demandent des choses. Alors deuxièmement, voilà, il y a des conditions. Lesquelles ? Par exemple, nous avons refusé que dans la négociation il puisse y avoir la mise en cause de l'exception culturelle. C'est-à-dire que nous avons exclu les services... Oui, mais c'est très important. Mais c'est important. Les services audiovisuels. On est d'accord. On a exclu d'autres choses d'ailleurs aussi, tout ce qui concerne les industries d'armement, etc. Deuxièmement, nous disons qu'il y a des choses qu'on n'acceptera pas. Par exemple, de remettre en cause nos normes de protection des consommateurs, nos normes sanitaires en matière alimentaire. Le bœuf aux hormones, c'est hors de question. Nous n'accepterons pas non plus le poulet chloré, le fameux poulet nettoyé à l'eau de Javel aux États-Unis. Si les Américains veulent nous imposer ces normes-là, on l'acceptera pas. Nous quittons la négociation, nous abandonnons cette négociation. Non, nous disons dans la négociation que nous ne l'accepterons pas. Parce que je voudrais préciser, ce traité, il sera ratifié ou pas par le Parlement français. Mais il sera ratifié par les parlements des 28 États membres, plus par le Parlement européen. Oui. Juste de l'autre côté par le Congrès des États-Unis. Donc, de toute façon, personne ne pourra nous imposer de mettre dans cet accord commercial des choses dont nous ne voulons pas. Il en va de même pour, par exemple, pour le règlement des conflits. On dit qu'il pourrait y avoir un système... Des entreprises multinationales américaines pourront poursuivre les États européens qui... Nous n'accepterons pas. Vous n'accepterez pas nous cela ? défendrons le fait que la réglementation européenne, dans tous les domaines, dans les services publics, dans le domaine, je vous parlais de l'agriculture, relève des instances européennes. Jamais vos refus. Non, mais ça ne veut pas dire... Non, mais tout cela ne veut pas dire qu'il ne reste pas des choses à négocier. Je vous citerai un exemple. On parle des normes en matière industrielle. Bon, si vous voulez exporter aujourd'hui une voiture fabriquée en Europe aux États-Unis, comme la façon de faire les ceintures de sécurité ne relève pas des mêmes normes, vous ne pouvez pas exporter la voiture fabriquée aux normes européennes. Donc, si on peut se mettre d'accord sur un certain nombre d'harmonisations réglementaires... Donc, nous gagnons tout dans un sens et rien dans l'autre. Non, ils y gagneraient aussi. Qu'est-ce que nous allons accepter des Américains ? Nous, Européens. Nous pouvons avoir une négociation... Qu'est-ce que nous allons ouvrir aux Américains ? Fois, nous pouvons avoir une négociation qui porte, comme dans toute discussion commerciale, sur l'abaissement de part et d'autre d'un certain nombre de tarifs douaniers, comme on dit, de droits de douane, à condition que ça ne mette pas en cause nos intérêts fondamentaux. Et par ailleurs, nous allons demander, parce que le marché américain... OGM, non. Toutes les normes alimentaires, non. Voilà. La poursuite des États par les grandes sociétés, non. Dites-moi, on dit non à tout, alors aux Américains. Vous croyez qu'ils vont accepter ? On ne dit pas non à tout, encore une fois, je vous dis... On dit oui à quoi ? Mais je vous ai cité un exemple dans le secteur automobile, de normes qui permettraient d'échanger plus facilement, de vendre plus facilement nos produits, de part et d'autre. Et il y a des tas d'autres domaines. Par exemple, nous voulons protéger nos indications géographiques. Le fait qu'on ne puisse pas appeler Champagne un vin qui n'est pas fabriqué en Champagne. Le fait que là encore, nous nous protégeons. Nous nous protégeons, mais eux, ils peuvent avoir intérêt aussi à ce que ces négociations leur permettent d'exporter un certain nombre de leurs produits, à ce que après on entre dans des détails. Donc pour l'instant, vous dites oui à cette négociation, vous dites oui mais à cette négociation. Exactement.
Oui, c'est bien ça. Oui, parce que c'est un très grand marché qui est en croissance, le marché américain. Franchement, donc à quoi ça sert cette négociation? Franchement, ça sert parce que nous sommes. Ça va créer combien d'emplois? Vous avez chiffré? On dit 0,5% de croissance. Au niveau européen, ça sert à rien. 0,5. Ça sert pourquoi? Déjà, nous sommes les principaux partenaires commerciaux. C'est-à-dire que ça représente 40%. Bah oui, mais on peut peut-être aller plus loin. Comme je vous l'ai dit, nous avons intérêt à pouvoir mieux exporter un certain nombre de nos produits agricoles, à pouvoir mieux accéder au marché public américain. Encore faut-il vérifier que ça s'applique. Les marchés publics américains qui sont protégés, d'ailleurs. Qui sont hyper protégés. Donc c'est un des objets de la négociation. Nous ne protégeons pas, nous, en Europe. Hein. Exact. Nous les avons déjà ouverts, donc on demande à ce qu'eux les ouvrent de façon réciproque. Voilà. Bon. Merci Harlem Désir. Merci, 8h56, on aura l'occasion de reparler de cette négociation transatlantique. Oui, elle est importante. Oui, parce qu'elle est très importante. Merci à vous. Merci beaucoup.